Bonjour, en espérant que vous allez bien. Le présent sous-module a pour objet de continuer à mettre la table pour le cours en abordant des notions de base comptables et financières applicables aux institutions financières fédérales et provinciales. Pour ceux et celles qui ont suivi un cours de comptabilité ou de finance, plusieurs des notions qui suivent vous seront familières. Allons-y en commençant avec des notions comptables pertinentes au cours. Première notion. Élément d'actif ou, tout simplement, un actif. En anglais, an asset. Un actif est généralement ce dont une personne physique ou morale est propriétaire. Il peut s'agir de l'argent en banque, d'un bien meuble comme un pupitre et un ordinateur, d'un bien immeuble comme un terrain ou un édifice, ou même d'un droit de recevoir une somme d'argent, par exemple lorsqu'on prête de l'argent à quelqu'un. Le droit de recevoir une somme d'argent porte le nom de créance, et c'est une notion qui est importante pour les fins du cours. Créance. Ainsi, lorsque quelqu'un nous doit de l'argent, nous sommes un créancier de cette personne, et cette créance nous est, en termes comptables, un actif. Passons à la prochaine notion. Élément de passif ou tout simplement un passif. En anglais, a liability. Un passif, c'est dont une personne physique ou morale est obligée de payer, par exemple, une somme empruntée ou une somme mensuelle en vertu d'un bail. En d'autres mots, un passif, c'est une somme due, une dette. Ainsi, lorsqu'on reprend l'exemple de quelqu'un qui nous doit de l'argent, cette somme due est, en termes comptables, un passif pour cette personne. Dans le monde des prêts, le même prêt a donc deux traitements concomitants. C'est un actif pour la personne qui l'octroie et c'est un passif pour la personne qui emprunte. Prochaine notion. Lorsque les comptables dressent une liste complète des actifs et des passifs d'une personne physique ou morale, il en résulte un document appelé bilan. En anglais, balance sheet. Un bilan est un document comptable sur lequel figure, à la gauche, l'ensemble des éléments d'actifs de la personne physique ou morale et, à la droite, l'ensemble de ses éléments de passifs. Le bilan comprend un autre élément à droite qui garde le bilan en équilibre. Dans le cas des personnes physiques, c'est l'avoir net. Et dans le cas des personnes morales, on les appelle les capitaux propres. Comme le cours porte sur les personnes morales, c'est-à-dire les institutions financières, abordons la notion des capitaux propres. Les capitaux propres, en anglais equity, désignent, de la perspective comptable et non juridique, le droit résiduel dans les actifs après déduction des passifs. D'une perspective comptable, la valeur des capitaux propres représente donc la valeur nette des actifs qu'appartient à la personne morale. Pour illustrer, si la valeur des actifs de la banque A est de 1000 $ et que la valeur de ses passifs est de 800 $, d'une perspective comptable, la valeur réelle de ce qu'elle appartient au terme de ses actifs est de 200 $. Par conséquent, sur un bilan, l'actif est égal au passif plus les capitaux propres. Dans le monde des institutions financières, en règle générale, la valeur des actifs est supérieure à la valeur des passifs. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est un indicateur qu'elle est insolvable. Passons donc à des notions de finance en commençant avec solvable et insolvable. Solvable. En anglais, solvent. Un particulier ou une personne morale qui est en mesure de respecter ses engagements financiers est solvable. Celui ou celle qui ne l'est pas est insolvable. En anglais, insolvent. En vertu de l'article 2 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, voici deux exemples d'une personne insolvable. Premièrement, une personne qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance. Deuxièmement, une personne qui a cessé d'acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire au fur et à mesure de leur échéance.
En ce qui concerne les institutions financières, elles peuvent devenir insolvables en raison de problèmes au niveau de leur liquidité ou de leur capital. Exposons donc ces deux notions. Liquidité. En anglais, liquidity. Une institution financière est liquide lorsqu'elle a assez d'argent et assez d'actifs pouvant rapidement être convertis en argent pour honorer ses engagements. Pour illustrer, voici une situation hypothétique farfelue mais qui sert à faire le point. Imaginez que la banque B a comme actif une créance valant 500 000 $ mais payable dans 2 ans. Imaginez aussi qu'elle a un passif de 10 000 $ payable demain. Puisque la créance valant 500 000 $ n'est pas liquide, ce passif de 10 000 $ lui causera de devenir insolvable si elle n'a pas 10 000 $ en main ou si elle n'a pas d'actifs valant au moins 10 000 $ qui peuvent être rapidement convertis en argent, comme des titres négociés sur la bourse. Passons à la prochaine notion. Capital réglementaire ou tout simplement capital. En anglais, regulatory capital ou capital. Le capital d'une institution financière comprend ses capitaux propres et certaines obligations à long terme, mais jamais les dépôts. Le capital, c'est la capacité d'imposer des pertes imprévues. Le capital, c'est un pare-choc qui met à risque l'argent des investisseurs et non l'argent des déposants et des assurés. Du côté des institutions de dépôt et des courtiers en valeurs mobilières, les pertes découlent souvent des actifs. Par exemple, des mauvaises créances, c'est-à-dire des créances non recouvrables. Une perte imprévue au niveau d'un actif signifie que sa valeur diminue et que cette diminution était imprévue. Pour illustrer une telle perte, imaginez une banque qui détient un ensemble d'actifs pour fin d'investissement qui valent des centaines de millions ou même des milliards de dollars et qui, du soir au matin, valent 0 $. Bien, comme nous le verrons dans le module 7, c'est ce qui s'est produit lors de la crise financière mondiale de 2008. Et dans plusieurs cas, ces banques n'avaient pas le capital nécessaire pour éponger de telles pertes. Elles sont donc devenues insolvables. Quant aux assureurs, les pertes découlent souvent des passifs. Par exemple, des réclamations des clients qui sont bien fondées, mais qui sont hors du cours normal de l'assureur. Une perte imprévue au niveau d'un passif signifie que sa valeur augmente à une valeur plus élevée que prévu. Pour illustrer une telle perte qui mène à l'insolvabilité d'un assureur, imaginez que l'assureur A assure une énorme usine de fabrication de voitures. L'assureur avait prévu des réclamations découlant de dommages dans le cours normal de cette usine. Toutefois, imaginez que l'usine est rasée au complet en raison d'un tremblement de terre et que la perte s'élève à des milliards de dollars. Si la valeur d'une telle perte et des autres passifs de l'assureur excède la valeur de ses actifs, l'assureur est alors insolvable. Voilà donc un bref exposé sur les éléments d'actifs ou l'actif, les éléments de passifs ou tout simplement le passif, le bilan et les capitaux propres comme notion comptable. Voilà aussi un bref exposé sur la solvabilité, l'insolvabilité, la liquidité et le capital, y compris les problèmes de liquidité et de capital comme cause d'insolvabilité. Nous voici donc arrivés à la fin de ce sous-module portant sur les éléments de base comptables et de finances. À bientôt.